Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Je suis ravie de partager le micro avec toi pour parler de plein de sujets dans un seul et même épisode. Je dirais que si je devais le présenter, je parlerais santé mentale déjà dans un premier temps, mais aussi de la notion de deuil. Il s'agit de ton histoire, donc rien de mieux que toi pour en parler. Je te laisse déjà te présenter et nous dire ce que tu as envie de nous dire pour te présenter. Jean-Guillaume, donc homme blanc, français, hétérosexuel. J'ai pas mal voyagé dans ma vie et voilà, je suis revenu dans le Nord en 2018. J'avais pas l'intention de le faire au départ et finalement contraint, j'y suis resté et maintenant j'y suis par choix. C'est une description saut 2025, ça. Homme blanc. Mais on est en 2025, donc c'est bien dans l'air du temps. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une partie de ton histoire qui fait aussi la personne que tu es aujourd'hui et la belle personne que j'ai pu rencontrer. Ça parle de bouffée délirante aiguë notamment et de dépression post, donc BDA, bouffée délirante aiguë. Pour qu'on rentre un petit peu pas à pas dans ton histoire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que ça a commencé avant justement qu'il y ait cette bouffée délirante aiguë qui apparaisse sur ton chemin et sur ton parcours ? Ça a été quoi un petit peu les prémices de tout ça que tu as pu identifier, bien entendu, j'imagine, après coup ? Tu veux dire les choses que j'avais pas réglées ou le terreau qui a fait que les deux. Okay. Moi, en 2018, je rentre de Chine. J'ai l'impression d'avoir une dette envers la société. Et du coup, je décide d'ouvrir une association pour venir en aide à des projets éducatifs en Afrique. Au lieu de faire un truc d'une taille un petit peu normale, je fais évidemment un truc beaucoup trop gros, que j'ai beaucoup de mal à gérer. Mais j'arrive quand même à monter un petit peu ça. Et en fait, j'avais une copine à ce moment-là dont je me suis séparé. Et notre séparation a été extrêmement violente en fait pour moi. Je m'en suis bien rendu compte à ce moment-là parce que c'était physiquement extrêmement violent et que j'arrêtais pas de pleurer. Mais je pense que j'ai pas suffisamment travaillé sur le deuil de notre relation pendant les années qu'on suivit. J'ai considéré que comme j'avais arrêté de pleurer, en fait, c'était bon. Et il y avait aussi autre chose, c'était que moi j'avais décidé de faire le tour de l'Afrique à vélo pour soutenir des projets éducatifs que je devais aller rencontrer et interroger. Et c'était aussi un deuil en fait que j'avais pas identifié. Moi je m'étais juste dit je suis pas en bonne santé, je vais évidemment pas faire le tour d'un continent tout seul à vélo. Et en plus de ça, donc à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans plus tard, vient s'ajouter l'arrivée du Covid. Et donc le premier confinement avec toute la violence qu'on connaît bien évidemment. Et en fait, moi, j'ai fait mon confinement seul, chez mes parents, dans des conditions absolument fantastiques, dans un superbe appartement, 180 degrés, terrasse plein sud, 150 mètres carrés d'appartement pour moi. Et ça s'est très bien passé dans un premier temps. Et en fait, au bout d'1 mois et demi à peu près de confinement, t'as la solitude, je pense, enfin, c'est pas, je pense d'ailleurs, c'est absolument certain. Je suis quelqu'un de très social. J'ai mis 27 ans à accepter d'être avec moi-même et pas avec d'autres personnes. Et donc ça a commencé à me peser. J'avais réussi à triquer mon cerveau pendant 1 mois et demi, à ce qu'il se rende pas trop compte que j'étais tout seul, mais ça commençait à rencontrer ses limites. Il y avait des choses qui se passaient dans ma boîte où j'étais pas du tout en accord avec les décisions qui étaient prises. Il y a aussi autre chose qui s'est passé, c'est que le temps a changé. Donc je faisais énormément de sport, je faisais 1 heure et demie de sport par jour, j'étais quasiment tout le temps dehors. Et il a fait moche
pendant une semaine et demie ou 2, je ne sais plus exactement. Et donc, tu as déjà cette petite accélération cérébrale qui a commencé insigneusement. Et en fait, t'as le temps qui change et du coup, mes habitudes qui changent. Et je me suis mis à jeûner. Je me suis mis à faire des méditations qui étaient différentes, qui étaient beaucoup plus introspectives. Et ça a participé en fait à l'accélération cérébrale que les psychiatres vont appeler une crise maniaque. Ok. En fait, on sent qu'il y a plein de petites ou de grandes choses sur ce chemin. On reviendra sur cette notion de deuil, t'en parlais notamment avec le projet, t'en parlais aussi par rapport au couple. Ce sont des deuils plutôt symboliques, mais qui ont aussi toute leur importance, et en tout cas dans ma vision, qui ont toute leur importance. Et plein au final de micro-deuils, de changements. Tu parles du Covid, de l'anxiété, le stress que ça a pu aussi finalement susciter. Il y a cette notion de responsabilité, de rythme quand même, de vie qui était là. Et donc, comme tu dis, donc on était au moment du Covid, tu pourras nous donner un petit peu les dates, comme ça permettra aussi aux personnes de se resituer dans le temps aussi par rapport à ton histoire. Et donc finalement, cette vie, comme tu le dis, ce terreau qui était fertile, que tu n'avais pas conscientisé, mais comme la plupart d'entre nous, et je devance un petit peu le message que tu as envie de passer, mais finalement c'est ça, c'est que ni toi ni moi on est aujourd'hui à l'abri, alors toi que ça te réarrive ou moi que je le découvre, mais comme nos auditeurs et auditrices. Et encore une fois, on ferme les yeux, on fait comme si de rien n'était, en se disant bon non, ça va, tout va bien aller. On essaye de mettre les problèmes derrière, on les regarde pas, on les traite pas ou on les traite peu, en se disant bon bah si je les regarde pas, ils existent plus. Disclaimer, la vie, elle est pas comme ça. Et donc finalement, comment toute cette vie t'a fait basculer dans cette difficulté de santé mentale et dans cette crise maniaque? Là, on arrive un peu plus dans le vif du sujet de cette crise. Comment ça s'est manifesté pour toi? Alors déjà, j'en avais un petit peu conscience quand même, parce que j'écris beaucoup et je fais beaucoup d'écriture thérapeutique sur moi-même. Et j'avais beaucoup écrit sur le sujet, et donc j'avais eu la sensation d'avoir fait le tour du sujet. Et comme quoi, c'est pas parce que tu bosses dessus que t'as quand même terminé le travail que t'avais à faire. Et c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ouais. Où un train peut en cacher un autre, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. D'où l'intérêt de poser un regard dessus. Exactement. Et en fait, je pense que t'as deux choses. Déjà, c'est très insinueux, en ce sens que c'est long. Et si tu veux, mes proches, j'ai été quand même en contact avec beaucoup de personnes à ce moment-là. Alors, ils y vivaient pas avec moi au quotidien, donc ils pouvaient pas se rendre compte du changement. Mais le changement, il a été lent et sur une assez longue période. Donc, si tu veux, j'ai été hospitalisé début mai, me semble-t-il, sur le premier grand week-end. 2020. Et ça faisait déjà 2 semaines que je commençais à avoir des troubles. Je suis pas quelqu'un d'irritable. Là, j'étais particulièrement irritable. Il y avait des choses que j'acceptais pas qu'on me dise. Donc, il y avait vraiment des changements dans ma personnalité qui faisaient que j'étais plus vraiment moi-même. Mais comme ça arrivait petit à petit, en fait, tu te rends pas vraiment compte de ce qui est en train de t'arriver. En plus, moi, je suis tout seul. Je vois personne. J'aide les gens de l'immeuble de mes parents qui sont des vieilles personnes pour aller faire les courses. On est encore en train de penser que tu peux attraper le Covid par le Bluetooth. Du coup, j'ose voir personne, j'ose toucher personne parce que j'ai trop peur que ça ait des conséquences néfastes sur ces personnes-là. Et petit à petit, je me mets à de moins en moins dormir à cause de mon accélération cérébrale. Et moi, je suis déjà quelqu'un de base qui dort pas beaucoup. Et donc, je suis passé, on va dire, de mi-avril à 6 heures de sommeil, puis 5 heures, puis 4 heures. Puis sur la dernière semaine, je pense que je dormais moins de 2 ou 3 heures par nuit. Et en fait, t'accumules une dette en sommeil qui est telle que ton cerveau, il est même plus en mesure en fait de fonctionner correctement. Et donc j'avais par exemple ce qui s'appelle des micro-siestes où en fait ton cerveau se coupe et toi tu ne te rends même pas compte. Et du coup ton cerveau remplit le blanc en fait puisque tu étais endormi avec quelque chose qui colle avec ce qui se passait avant. Donc quand t'es dans Immeuble. ouais c'est ça exactement, ouais. Mais c'est une hallucination pour le coup. Et quand t'es dans une situation qui est pas trop complexe, en général ça se voit pas trop. Même toi tu le remarques pas. Par contre, quand t'es dans une situation où t'es dans une réunion marketing sur un sujet extrêmement complexe ou si tu rates 15 secondes, et t'es plus là, et ben là, ça finit par se voir et ça commence à être compliqué. À la fois pour la personne qui le vit, parce qu'en fait, tu comprends pas, et en même temps, j'imagine pour les personnes qui le subissent, mais qui en sont pas victimes, parce que tu te rends bien compte que
y a un truc qui déconne chez la personne, mais tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et du coup, donc, on a parlé de la notion de BDA. Est-ce que déjà, tu peux peut-être nous la définir avec tes termes, qu'importe le côté grandement médical, mais pour que les gens... on met toujours des grands termes techniques et donc de ce fait, parfois, on ne sait plus réellement qu'est-ce que ça veut dire, quels étaient un petit peu les symptômes, même si tu as commencé à nous le montrer. En fait, il y a cette notion. Moi, si je devais le dire simplement, je dirais perdre pied avec la réalité. Ouais. Tu parlais de pensée aussi. Il y a un côté pensée paranoïaque, un peu d'hallucination aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que ce que je dis là est juste? Là, j'ai pas encore parlé de ma bouffée délirante. J'ai juste parlé de la phase qui précède où, en fait, tu te retrouves dans un état psychique d'épuisement tel que tu es dans les conditions pour avoir une crise de bouffée délirante. Donc là, c'était le terreau fertile. Voilà, exactement. Ok. Et donc, quand est-ce que ce terreau fertile fait pousser la graine, on va garder la métaphore, fait pousser la graine de la bouffée délirante aiguë? Au bout de 2 semaines, donc là, on est juste avant le grand week-end de mai 2020, de la fête du travail, donc on est peut-être encore en avril. Et en fait, j'avais besoin... Moi, ça faisait 2 semaines que j'avais pas rangé l'appartement. Et donc, j'avais besoin de ranger l'appartement pour... je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je sais que si c'est rangé dans ton espace de vie, du coup, ça va être plus facile de ranger ta tête. Et donc, je commence à faire ça. Et en fait, j'arrive pas à le faire. Je m'empêtre je commence à stocker. Je me prépare à ranger, mais je n'y parviens pas. J'ai une amie qui doit venir m'aider, qui est en retard, du coup ça se passe pas bien. Je passe la voir pour m'excuser parce que je lui ai mal parlé. Son ami débarque parce qu'il sait que je suis là, qu'il sait pas dans quel état psychologique que je me trouve, et du coup il a peur pour elle, pour sa sécurité physique. Et du coup il arrive un petit peu énervé, et moi ça me désarçonne de ouf parce qu'en fait je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'il est inquiet. Je le vois bien, il me le verbalise pas du tout, mais je vois bien qu'il est pas dans son comportement habituel. Je rentre à la maison pour ranger l'appartement. Je n'y parviens pas et je me dis je suis trop fatigué, je vais faire une sieste. Il est 18h15, je fais une sieste et en fait je m'endors et je suis tellement épuisé que je m'endors pas 20 minutes, je m'endors jusque, là c'est difficile à dire, mais entre minuit et 2h du matin. Ok. Et je me réveille à minuit, en plein milieu de la nuit. Et en fait, je faisais des crises d'angoisse à ce moment-là. Et du coup, je me lève et je suis pas bien et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et je me rends compte qu'il est hyper tard et que du coup, je vais pas déranger maman, par exemple, ou un autre ami. D'abord par respect parce qu'ils dorment. Et ensuite parce qu'il faut que j'apprenne aussi à gérer ça tout seul. Et du coup, j'ai une idée absolument brillante. C'est de fumer un joint et de jouer aux jeux vidéo. Et donc, je me dis, je vais fumer mon joint, ça va me détendre. Je vais jouer aux jeux vidéo, je vais pouvoir passer quelques heures dessus. Il sera 6h du matin et je pourrai appeler un ami qui est réveillé tôt le matin. Sauf que, même si je suis un fumeur, on va dire régulier, je fume des petites quantités. Là, comme j'étais vraiment stressé, j'ai mis une grosse quantité. Et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai fumé, j'ai pas réussi à allumer ma télé et ma Xbox. Et c'est là où commence la bouffée délirante, c'est qu'en fait, tu pars dans une version altérée de la réalité et t'es parfaitement incapable de te rendre compte que t'es plus dans la réalité. Donc le terreau était fertile et là, t'as mis l'engrais. En fumant, t'as mis l'engrais, la petite étincelle pour que justement, d'un coup, la graine de la bouffée délirante aiguë perce et germe. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup cette nuit-là ? Après tout ça, après le fait que t'arrives pas à allumer la télé. Du coup, moi, je cherche une... Alors déjà, je sais toujours pas à date pourquoi. Est-ce qu'elle s'est allumée et je l'ai pas vue ? Est-ce que j'ai pas réussi à l'allumer ? Est-ce qu'elle était pas branchée ? Ça, je ne sais pas. Finalement, tu sais pas quelle a été la réalité, la réelle réalité entre ce que toi t'as vécu, tu sais plus, donc tu sais pas réellement ce qui s'est passé après coup. Aucune idée. Okay. Par contre, je sais que moi, je suspecte les développeurs de ma boîte d'avoir piraté mes objets électroniques chez moi. Dans ton état d'esprit à ce moment-là. Absolument. Et je me dis, en fait, ça fait quand même plusieurs semaines que mon boss me dit, il faudrait que tu prennes un petit peu de repos, ça serait pas mal que tu prennes quelques jours. Et d'ailleurs, le lendemain, j'étais en repos, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour que je me repose. Il m'avait dit que c'était absolument nécessaire. Et donc, je me dis, peut-être qu'un des programmeurs de ma boîte est passé par mon portable pour pirater à travers mon Wi-Fi mes objets électroniques, m'empêcher de jouer. Pas du tout en mode malveillant, en mode il faut que tu dormes, et si tu joues, tu peux pas dormir, donc joue pas et va dormir. Et je me revois parler à mon portable en pensant que je parle, que quelqu'un m'écoute.
Et ça, je m'en rappelle pas, mais j'ai débranché absolument. Je me rappelle avoir débranché le Wi-Fi, mais apparemment j'ai débranché tous les objets électroniques de la maison. Ensuite, je suis sorti. Je suis allé rejoindre mon copain Adrien dont je parlais juste avant. Donc, qui lui avait ressenti que t'étais différent et qui en même temps était inquiet. C'est les seules personnes qui m'ont vu, Adrien et Gab, pendant ce moment-là. Et est-ce qu'ils ont pris conscience de... Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore conscience de la gravité de ce qui se passait. Mais par contre, il avait bien pris conscience qu'il y avait quelque chose d'anormal qui était en train de se passer. Ouais, il savait pas l'ampleur, justement la face immergée, je sais jamais, l'iceberg caché, mais il voyait qu'il y avait un truc qui était pas, qui reconnaissait pas la personne que t'es d'habitude, quoi. Tout à fait. Ouais. Ok. Et en fait, ce jour-là, enfin la veille, du coup, on était censé se voir pour jouer au jeu. Et donc du coup, je suis allé chez lui en me disant, il est pas si tard, c'est un mec qui se couche très tard, donc il est parfaitement possible qu'il soit réveillé. Et j'ai eu des hallucinations visuelles en allant chez lui, puisque tous les feux étaient verts. Donc là, on est en pleine nuit. On est en pleine nuit, il doit être entre 2 et 3 heures du matin. J'arrive chez lui, tous les feux sont au vert. Je vois que toutes les voitures, elles m'évitent. Donc elles s'éloignent, dès qu'elles me voient, elles vont pas dans ma direction. Quand j'arrive, il y a un déménagement dans sa rue, ou un emménagement, je sais pas, mais il y a un camion à 2 heures du matin. Ça, c'est là où tu vois, tu vois quand même des choses qui sont étranges. Et même ça, tu te dis pas, bon, en fait, j'étais désalu, quoi. Ouais. J'arrive chez lui, le volet du premier étage est fermé, ce qui ne le fait jamais. Et donc, je me dis, comme il est fermé, il veut pas que je le dérange. Du coup, je le dérange pas. Et je tourne un peu dans le quartier, je médite devant sa maison, je me balade. Et je me dis, bon, c'est bon, je suis calmé, je vais rentrer. Et en fait, ma montre, que j'ai d'ailleurs au poignet aujourd'hui, vibre. Et elle vibre, et du coup, je me dis, en fait, le programmeur qui a piraté mes objets électroniques est encore là à travers ma montre. Et donc, je retourne chez moi, chez mes parents, pour déposer la montre en question. Donc, t'as pas vu ton pote entre-temps? Donc, j'ai pas vu mon pote, parce que j'ai pas toqué encore. Et quand je rentre à la maison, la porte est entrouverte. Donc, c'est la preuve qu'il y a bien des gens qui me surveillent et qui savaient que j'avais pas pris mes clés. Et du coup, ils ont laissé la porte ouverte pour que je puisse revenir. Alors qu'en réalité, c'est toi? La porte bloque en fait sur le paillasson. Okay. Simplement. Et je l'ai pas tirée en partant, j'imagine, et donc elle est restée ouverte. En fait, il y a vraiment, et c'est ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, qu'est-ce qui est la réalité, comment a été réellement la réalité à ce moment-là, et quel est le regard que toi t'as posé sur cette réalité, avec un regard qui était déformé de par tout ce terreau fertile. En fait. Ah oui, complètement. Et du coup, j'ai laissé. Et en fait, là, comme je suis percuté avec aucune autre réalité, moi, je me rends pas enfin, je sais que ça va pas, mais je me rends pas compte d'à quel point. Ouais, c'est ta réalité. Tout est parfaitement logique dans ma tête. Y a aucun souci. Je dépose ma montre. J'ai plus aucun objet électronique sur moi. Ma montre a sonné parce que j'ai fait les 10 000 pas de la journée. Faut le rappeler aussi, parce qu'elle a vraiment vibré, mais elle a juste vibré pour me dire, t'as fait les 10 ou 15 000 pas. Et j'arrive chez Adri, je toque une fois, il n'y a pas de sonnette, ils sont au 2e étage, pas de réponse, bon, je refais un tour du quartier, et en fait, à un moment, je suis repris d'une bouffée d'angoisse, et du coup, je tambourine sur sa porte, donc là, il doit être 2-3 heures du matin, et ils ont en fait, c'est Gabi qui m'a entendu, pas Adri, et en fait, quand il m'a ouvert, il était vraiment... Ça se voyait vraiment. En fait, je pense qu'il était énervé parce que je l'avais réveillé, ce qui est tout à fait normal. Et aussi, et il me l'a verbalisé après, il savait que j'allais pas bien. Il savait que c'était pas normal que je sois chez lui à 2 heures du mat. Et donc, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est comment est-ce que je protège Gabi au cas où il devient violent. Ce qui n'aurait jamais été le cas parce que c'est pas dans ma personnalité, mais ça, il est pas au courant. Enfin, il est au courant, mais il sait pas, en fait, jusqu'où ça peut aller. Ouais, il voit qu'il y a un truc qui est anormal et ses réflexes de protection et de survie, en fait. Exactement. Et en fait, du coup, ça se voit vraiment sur son visage et je pense qu'il a eu une formule un petit peu agressive quand il m'a ouvert en me disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et du coup, je lui ai dit « Je viens jouer aux jeux vidéo. » Et en fait, là, il a dit « Ok, ça va pas du tout. » Il m'a fait rentrer, je lui ai expliqué, je pense que j'ai mis un petit peu de temps à lui expliquer. Parce que, du coup, en fait, à partir du moment où t'as quelqu'un qui vient de percuter ce que tu penses être la réalité, et que lui, il la remet un petit peu en question, tu te rends compte aussi qu'il y a un petit peu un problème de ton côté. Donc, je lui ai expliqué, il m'a calmé, il m'a couché dans son salon, ils sont remontés, il m'a mis devant Gladiator, qui est un film que j'adore.
Et en fait, j'ai commencé à regarder Gladiator et j'ai vu des sous-titres alors qu'on n'avait pas mis les sous-titres. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, tu vois, le programmeur, il est encore là, viens voir, sachant que lui, il travaillait. Il est redescendu, il a regardé le film avec moi. Évidemment, quand il était descendu, plus de sous-titres. Et, euh, et du coup, je me rends bien compte qu'il y a un truc qui va pas. Je me rends compte que lui, il s'en rend compte et qu'il essaye de pas trop me faire paniquer parce qu'en fait, il peut un peu rien faire. Il est 5 heures du matin ou 6 heures du matin. Personne n'est réveillé. Mes parents sont pas réveillés. Et là, le fait, en fait, d'avoir quelqu'un avec toi, ça met en doute cette réalité que tu percevais et tu commences enfin, tu ressens qu'il y a un truc qui cloche, en fait, c'est ça? Dans ton état d'esprit à ce moment-là, où malgré tout, pour toi, c'est ta réalité est la bonne Non, lui, il veut pas la croire. Et c'est lui qui veut pas la croire. C'est lui qui veut pas la croire. Et il voit pas le faisceau de preuves que je lui ai pourtant montré. Et lui, de l'autre côté, voit qu'il y a un bug réel, par contre. Évidemment, oui. Et donc, comment ça se termine au petit matin? Et ben, au petit matin, du coup, il appelle maman et il lui dit, bah, écoute, ton fils va pas bien. Elle est à Antibes, donc ils savent quand même que en ce moment, j'ai un peu une surchauffe, mais je pense que tu peux pas imaginer, en fait, tout simplement. On a tous des coups de mou dans la vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et donc maman lui dit, bah, t'habites à côté de chez Isabelle, elle l'a coachée, c'est une de mes très bonnes amies, amène-le là-bas. Il m'amène là-bas. J'ai essayé de m'échapper une ou deux fois, de m'échapper, genre au bout d'un moment. En fait, t'as quand même des moments où, dans la bouffée délirante, où tu vas monter, où t'es vraiment dans des moments hyper instables. Et c'est ce que j'avais vécu avec Kevin à Shanghai, en fait, où t'es vraiment persécuté psychologiquement, où c'est extrêmement difficile. Et t'as d'autres moments où ça redescend un petit peu, où t'as l'impression de te sentir bien. Et du coup, tu sais pas trop pourquoi est-ce que t'essayes d'aller aux urgences ou d'aller voir un psy ou je sais pas quoi. Et tu dis, bon, qu'est-ce que je fous là? Je vais rentrer chez moi. Moi, je voulais vraiment ranger mon appart, l'appart de mes parents. C'est très important. Parce que mon père m'avait dit, tu me le rendras dans le même état que celui dans lequel je te l'ai prêté, et c'était pas du tout le même état à ce moment-là. Donc moi, c'était focalisé sur. Ah oui, il fallait vraiment que je range l'appartement de mes parents. Mais tu nous diras après coup si tu l'as rangé ou pas. Non. un peu d'humour, un peu de douceur. Et du coup, il m'amène chez Isa, et en fait, et c'est là où tu vois, je me rends compte un peu de ce qui se passe, c'est que Isa, elle nous fait nous asseoir face à face à une table, et elle dit, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis, bah, je comprends pas. Je suis venu voir mon ami en plein milieu de la nuit parce que j'allais pas bien, et puis lui, il est pas, il est suspect, il dit que je vais pas bien, je comprends pas trop ce qui se passe. Et là, en fait, Adri, il est en face de moi, il dit, ah, mais le sale type. En fait, il est en train de retourner la situation. Donc ton pote était toujours là, il était présent dans la pièce, ok. Et il dit, ok, comment est-ce que, et c'est un mec qui est très très malin. Et du coup, il me dit, il m'a amené sur pourquoi t'as pas réussi à jouer, en fait, il y a 2-3 heures, tu vois. Et alors là, commencé à tout redéballer, et là Isa a fait ok, ça va pas du tout. Oui, en fait, il a pas cherché à te piéger, mais il a amené sur un point qui pouvait montrer qu'en fait, c'était pas lui, mais en réalité, je le connais pas, mais je pense qu'il s'en tapait de dire que c'était lui ou pas. C'était comment te venir en aide pour que finalement tu déballes la cause réelle, si je peux le dire comme ça, ou plutôt les causes réelles du problème, et que Isa justement puisse voir un petit peu l'ampleur de la situation du problème et de pouvoir réagir en fonction, en fait. Ouais, exactement. Et du coup, donc, tu parlais, donc là, on est plus ou moins fin avril, avant le week-end de mai, tout ça. Tu disais tout à l'heure que c'était ce week-end-là où tu avais été hospitalisée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que c'est tout cet événement qui mène à une hospitalisation? Et si oui, est-ce qu'elle est volontaire de ton plein gré? Est-ce que Isa arrive à te ramener dans la réalité, pour le dire comme ça? Est-ce que c'est plutôt de force? Est-ce que c'est quoi un petit peu? Comment ça se passe, cette hospitalisation? Alors, c'est contraint au sens de la loi. Mais parce que c'est pas moi qui suis allé seul. Ce qui est important parce que du coup l'État attaque automatiquement la personne qui t'a amené à l'hôpital. Et ce qui est assez violent d'ailleurs pour la personne qui t'amène à l'hôpital évidemment. Et en fait, maman a demandé à une autre amie qui était infirmière avec elle de venir me chercher chez Isa, et c'est elle qui m'a amené aux urgences psychiatriques. Et en fait aux urgences j'ai vu une comment ils appellent ça, une interne, et donc moi je connais pas bien le milieu médical, donc comme j'ai entendu interne, j'ai compris stagiaire. Donc comme elle est stagiaire, en gros les mecs qui sont médecins, elle prend pas de décision, donc je lui raconte tout, il se passe rien,
pendant je sais pas combien d'heures, il se passe rien. Et du coup, moi, je commence à être un peu enfermé dans cet hôpital. Je commence à faire un petit peu le tour et les portes se ferment. Donc, je peux plus, en fait, aller dans le hall d'entrée. Je me rappelle très bien sortir du bureau d'un médecin dans lequel j'avais essayé d'ouvrir toutes les fenêtres. Je croise des infirmiers. Les infirmiers me disent bonjour, comment ça va? Donc, tu dis, bon, c'est quand même pas tout à fait normal puisque moi, j'étais en train d'essayer de forcer une fenêtre. Tout le monde a l'air de s'en foutre, donc c'est chelou. Et finalement, tu as des urgentistes qui arrivent avec un brancard psychiatrique sur lequel, du coup, tu as des liens pour attacher la personne. Et eux, ils me disent, bon, bah voilà, on vous embarque. Donc moi, je suis assez volontaire. Hein. Je m'allonge sur le brancard, j'allais dire transat. Et ils me proposent de m'attacher. Ils te proposent. Ouais. Alors, ils me disent, je pense que la formulation, c'était, est-ce qu'il est nécessaire qu'on vous attache? Ok. Et en fait, mon père m'avait dit quelques semaines avant, il faut que tu apprennes à dire non. Donc moi, je disais oui à tout ce qu'on me proposait. Et du coup, j'ai dit oui, allez-y les gars, attachez-moi. Du coup, il m'attache les jambes et les bras au brancard. Il m'emmène aux urgences. Je sais plus trop ce qui se passe aux urgences. Je sais qu'au bout d'un moment, je m'ennuie, je suis dans ma... Donc là, t'es seul. Là, je suis seul. La personne, l'autre amie, c'était quoi son prénom? Sylvie, elle t'a déposé. Ouais. Mais à partir de là, t'es seul avec le milieu hospitalier, le milieu psychiatrique. Avec moi quelques heures, ce temps où je suis en train de déambuler dans les couloirs, elle est là, assise, toujours au même endroit, très calme, à me demander si ça va, etc. Ok, donc là, tu pars seul sur ce brancard transat, volontairement attaché, mais hospitalisé à la demande d'un tiers. Exactement. Finalement, ok. Et donc là... Je me réveille aux urgences. Il se passe rien. Moi, je suis en face du bureau des infirmières et du coup, moi, il faut que je range mon appartement encore. Donc, je leur dis, mon appartement, machin, personne m'écoute. Elles sont occupées. Il y a sûrement des cas bien plus urgents que moi, donc je jette la pierre à personne. Mais moi, je suis attaché et du coup, j'essaie de me détacher. Okay. Et donc, quand elles se détacher, ça fait gling-gling. Et donc, elles sont venues. Et en fait, à ce moment-là, comme je le disais, je faisais 1h30 de sport par jour. Du coup, je faisais 95 kilos de muscle. Elles savent pas qui je suis. Elles savent pas dans quel état psychique et psychiatrique je suis. Et du coup, c'est calmant, direct. Et en fait, la dose qu'on m'a mis ce jour-là, aux urgences, ils vont mettre 16 jours à me faire redescendre à 0. Parce que t'es dans un week-end long, donc y a peu de personnes. T'es en plein milieu du Covid. Les mecs, particulièrement dans la psychiatrie, ils étaient lessivés. Parce que t'as un mec de 95 kilos, Quand tu dis 16 jours à redescendre de l'état psychique dans laquelle cette dose t'a mis ou au niveau corporel, physique ou à un autre niveau? Est-ce que j'ai plus besoin, en fait, si tu veux, à partir du moment où tu mets la dose, on va dire 15 mg, pour redescendre à, il peut ne plus prendre ce médicament. Donc à la notion plutôt de dépendance que ton corps et ton esprit a à cette molécule sur le moment. Exactement. Ok, ça marche. Donc ça veut dire qu'ils t'ont donné une dose de cheval, quoi, comme on dit. Ok, ça marche. Mais pour te calmer. Qui était, je pense, nécessaire. Je serais peut-être pas là pour en parler s'il l'avait pas fait. J'avais vraiment besoin de dormir, j'y arrivais pas. Okay. Ça m'a vraiment, ça a mis un gros stop. En fait, ça t'a anesthésié. Ouais, complètement. Ok. Et ce qui a été finalement aidant, du moment où elles te mettent cette dose-là? À partir du moment où t'es tranquillisé, c'est un peu le but qui est recherché. Moi, ça me pose pas de problème qu'on m'ait fait ça. Je pense que c'était nécessaire. Il y avait peut-être d'autres moyens de le faire, mais en fait, je veux surtout pas jeter la pierre au personnel soignant qui est complètement abandonné de tous les côtés. Mais moi, du coup, pendant 3-4 jours, donc je suis du coup interné dans un hôpital, et pendant 3-4 jours, là, j'ai plein de souvenirs, mais je sais pas dans quel sens ils se mettent. Je sais pas ce qui s'est passé le premier jour, du deuxième jour, et c'est pour ça que j'ai écrit l'article, pour le partager avec des gens, déjà pour moi en forme d'écriture thérapeutique en 2020 quand je suis sorti de l'hôpital, et après en 2022 et en 2023 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était vrai, de qu'est-ce qui était faux, de qu'est-ce que j'avais complètement affabulé. Et donc je me retrouve dans un hôpital, je sais plus lequel, je crois que je commence à Armentières, et le deuxième c'est Saint-André. Okay. Et en fait, du coup, la psychiatrie, c'est sectorisé en fonction de l'endroit où tu habites. Donc, comme je suis considéré comme étant un habitant de Mouveau chez mes parents, je vais à Armentières. Ok. Au bout de 3 jours, je sors de mon délire, je commence un petit peu à critiquer les événements et à me dire, ok, en fait, il est possible qu'on n'ait pas piraté mes objets électroniques et que, en fait, je sois en train de faire une bouffée délirante.
Et ce qui fait que du coup, selon les médecins, ça a été très rapide et du coup, je n'ai pas de séquelles psychiatriques qu'ils Ok. auraient appelé troubles de l'humeur, de la schizophrénie ou des choses comme ça, quoi. Ok, donc le fait d'avoir cette hospitalisation psychiatrique, ces échanges avec les médecins, l'aspect médical aussi en termes médicamenteux, etc., permet de te poser et de revenir à la réalité sans... c'est comme si ça avait été un moment daté, mais aux yeux des psychiatres, sans conséquences sur du long terme. Exactement. Ils appellent Ok. ça un orage dans un ciel clair. Ok, c'est Et une jolie métaphore. Et ça dure. Il faut bien comprendre que du coup, quand j'arrive à l'hôpital, moi, je suis persuadé d'être dans une espèce de maxi-expérience sociale où je suis entouré des amis de Sylvie, que je suis pas dans un hôpital, je suis entouré d'adultes qui veulent me faire comprendre que je vais pas bien. Et du coup, je mets 4 ou 5 jours à comprendre qu'en fait, les patients sont des patients. Et pour ça, j'ai besoin de voir une patiente s'exploser le crâne littéralement sur un mur pour comprendre que, en fait, la discussion que j'ai eue avec elle il y a 3 jours, elle était certes extrêmement sympathique et elle m'a fait beaucoup de bien, mais ça fait pas d'elle une psychiatre et ça reste une patiente, en fait. Ouais, donc au départ, tu as cet entre-deux, entre la réalité et pas la réalité, et Je suis pas du tout dans tu la navigues réalité. en fait. Ah ouais. La première chose que je fais, c'est que je vais voir tous les gens, tous les patients, du coup. Je prends leur nom et leur prénom, que je note sur une feuille, que j'ai encore d'ailleurs, et je leur demande est-ce qu'ils me connaissent. Ok. Pour confronter, du coup, ce que moi, je pense qu'est en train de se passer versus ce que eux... Sauf que quand tu vas demander à des gens qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques s'ils me connaissent, eh ben, en fait, les gens, il y en a qui m'ont dit oui. Alors, peut-être qu'ils parlaient juste du fait qu'ils m'avaient vu le matin au petit-déj, ou alors peut-être que juste il était dans un moment un peu délirant. Il y en a qui disent qu'ils savent pas, et du coup, ils viennent conforter en plus, de toute façon, tout ce qui peut conforter ta version, tu vas le Bah saisir. oui, parce qu'à un moment, tu as besoin de repères aussi dans toute cette réalité où tu perds pied, en Oui, fait, bien sûr. finalement. Et donc, du coup, tu parles de cette deuxième hospitalisation avec le transfert, justement, à Saint-André. On pourra peut-être y venir après. Et on parlait de la notion de deuil tout à l'heure. Et justement, tu disais qu'en fait, il y avait cette mise en lumière. Alors, je ne sais pas si elle vient là ou si elle vient après. En fonction, tu peux me corriger et répondre à la question après. Mais est-ce que c'est là aussi que tu te rends compte que de ce terreau fertile, est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que ça vient plus tard? Puisque comme tu dis, justement, là, finalement, tu t'es reposé dans la réalité d'une certaine manière, y compris aux yeux des psychiatres. Est-ce que c'est là où il y a des choses que tu commences à conscientiser sur qu'est-ce qui a fait que ça a amené tout ça, donc sur tout ce terreau fertile, l'engrais, etc. Est-ce que ça vient plus tard? Comment ça se situe en termes de temporalité? Il y a un truc que j'identifie dès les 2 ou 3 premiers jours, du coup je sais pas c'est quel jour, c'est quand je suis avec cette dame dont je parlais juste avant, qui est dehors en train de dessiner. Elle est dans le jardin et je vais la voir et moi j'adore dessiner et du coup je lui dis bah qu'est-ce que tu fais? Elle dit je dessine, est-ce que tu veux dessiner avec moi? Oui, je m'assois, elle me file une feuille et une feuille et des feutres puisqu'il y avait du feutre, j'ai encore le dessin aussi. Et et en fait, et c'est pour ça, et ça m'a encore plus conforté dans le fait qu'elle était partie de l'équipe soignante, enfin qu'il y avait pas de soignant. Et je sais plus de quelle façon, mais on discute pendant que je dessine. Moi, je marque plein de mots-clés, entouré de dessins. Il y a un petit peu de Chine aussi, parce qu'il y a tout un changement dans ma vie. Je viens de faire 3 ans en Chine, je suis revenu en Europe. C'est aussi un changement qu'il faut accepter. Et elle me sort une feuille avec je sais plus s'il y a la dame, mais je sais qu'il y a une robe dessus. Elle me dit à qui ça te fait penser? Je dis bah cette fille, enfin femme avec qui je suis sorti. Elle me dit ok, est-ce que tu y penses encore? Non, pas du tout. Ok, bon bah c'est pas grave, je le range dans mon feuille à dessin de manière très symbolique. Et puis une fois, 2 fois, et non aucun souci, aucun souci. Puis là elle me dit et c'est là. Et là ça me fait penser à cette dernière relation que j'ai vécue 1 an et demi avant. Dont tu parlais tout à l'heure, du coup. Exactement. Et je dis à elle me dit est-ce que c'est réglé? Je dis bah je crois pas parce qu'en fait je viens d'écrire son prénom sur ma feuille et du coup c'est là où tu vois ça me remet un petit peu le nez dans mon truc et où je me dis ok c'est pas tout à fait terminé. Et ça vient pas des psychiatres. Alors il y a peut-être des discussions avec les psychiatres que j'ai eu qui ont enclenché ça dont je me rappelle pas parce qu'à ce moment-là je suis encore un peu en défiance par rapport aux psychiatres parce que je pense qu'ils sont en train de je sais même plus, mais je me rappelle être hyper méfiant, hyper analyser leurs questions, faire très attention aux informations que je leur donne, voire faire de la rétention.
Et après, avec l'aide des psychiatres, pour le coup, on fait la liste des... moi, j'avais identifié à l'époque une quinzaine de facteurs, à la fois externes à moi, donc t'as le confinement, le fait d'être seul, tout ce truc Covid global, ces petits aliments dans les médias de tout le monde va mourir, machin, etc. Climat de peur. Ouais, exactement. Et pourtant, je suis pas quelqu'un d'anxieux et de stressé de base. Et après, je décide de faire des deuils, je décide d'avoir une méditation particulière, je décide de regarder des choses qui font se poser beaucoup de questions, je décide d'écrire sur des sujets hyper introspectifs et sans être aidé. Je pense que de le faire, de commencer une espèce d'introspection quand tu es accompagné par un professionnel ou pas, en fait, c'est évidemment mieux, j'imagine, de le faire avec un professionnel, mais de pas le faire tout seul, ça me semble assez essentiel. Ça participe à l'explosion finale. J'ai cette métaphore-là, mais en fait, tu as ouvert la boîte de Pandore, mais tu l'as ouvert tout seul, plutôt que de l'ouvrir en étant accompagné pour pouvoir assimiler. Enfin, c'est comme ça que ça me vient. En fait, on a besoin de prendre les choses par morceaux. Si on prend tout d'un coup en pleine tête, en fait, c'est tellement violent que y a protection ou dépersonnalisation ou déréalisation. Enfin, il y a un truc où on se coupe parce que c'est tellement gros que en fait, ça nous semble insupportable et que notre esprit il dit non en fait. Et aussi, je m'en rends pas compte. Et en même temps, tu t'en rends pas compte. Et comme t'es dans une crise maniaque avant la bouffée délirante, t'as une accélération cérébrale et du coup, t'es plein d'énergie. Et du coup, t'es encore moins capable de te rendre compte qu'en fait, le truc, il est en train de te faire vachement de mal et que faut faire une pause, faut respirer un petit coup. Et après, c'est ce que je dis à mes amis maintenant, renseignez-vous sur comment est le système, pourquoi c'est pas ouf. Par contre, dès que vous sentez que ça commence à trembler, faut s'arrêter, va regarder la nature, va mettre les pieds dans l'herbe, va peindre, colle la toi avec tes copains, mais débranche. Donc finalement, tu dirais que si je le résume comme ça, que dans ce terreau fertile, il y a de nombreux deuils qui soient... On n'a pas parlé de décès, en tout cas tu l'as pas mentionné, mais qui semblent plutôt être des deuils symboliques, matériels, des deuils de projet, des séparations. Donc tous ces deuils en fait que tu n'avais peut-être pas forcément regardé au moment pour des raisons qui sont les tiennes et qui sont tout à fait légitimes. On n'a pas le temps, on n'est pas dispo, on n'a pas envie, on préfère mettre derrière, etc. On pense qu'on a assez fait. On pense qu'on a assez fait, on pense qu'on a regardé, comme on disait tout à l'heure, un train peut en cacher un autre et qu'en même temps c'est un peu la culture de notre société, on va pas se le cacher. Donc finalement c'est tous ces deuils ces deuils non regardés, non totalement traités, non totalement explorés, qui ont amené à tout le chemin que tu nous as expliqué jusqu'ici. Ok. Reprenons le chemin et reprenons l'histoire parce que moi je sais qu'elle n'est pas terminée. Et d'ailleurs j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as rangé cet appartement ou toujours pas? Allons jusqu'au bout de l'histoire. Pas encore. Ah si, on y est, puisqu'en fait donc mes parents sont dans le sud quand je me fais interner et ils traversent la France en bagnole. Donc moi je me fais interner le soir et du coup le lendemain matin ou le jour même, je sais pas, ils traversent la France en plein confinement en bagnole. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. C'est assez impressionnant parce qu'il faut bien se rendre compte que pendant le confinement, il y a personne qui roulait. Et du coup, t'étais vraiment absolument tout seul. Et donc, je me trouve dans ce premier hôpital. J'ai pas mes clopes. Mes parents me ramènent des clopes. Ils me ramènent mes affaires, mon portable que j'avais pas pris. Ils sont dans le Nord. Au bout d'un moment, on se rend compte que, et ça, je me rappelle pas d'ailleurs, que mes parents, en fait, je pense que le premier jour, j'ai taxé des clopes à tout le monde. Du coup, tout le monde m'en a filé. Le deuxième jour, j'ai eu une cartouche. Et comme je suis un mec cool, je suis allé rendre un paquet à chaque personne qui m'a filé une clope. Donc, jour 3, je me réveille. Maman m'appelle, me dit, ça va, t'as besoin de trucs? Je dis, bah oui, j'ai besoin de clopes. Elle me dit, je t'ai filé une cartouche complète hier, en fait. Je dis, non, j'ai pas vu de cartouche, je sais pas de quoi tu parles. Et je sais pas ce qu'elle est devenue. L'hôpital, au bout d'un moment, donc je sors de ma bouffée délirante. L'hôpital me dit, en fait, t'habites pas à Mouveau, t'habites à Lille. Donc, t'es censé aller à Saint-André. Et donc, les parents sont revenus dans l'appartement et ils ont fait une vidéo où tu rentres dans l'appartement et c'est Bagdad, quoi. Parce que t'as 2 semaines de trucs qui sont pas rangés, qui ont été poussés dans des petits endroits de l'appartement pour que ce soit optimisé, pour passer l'aspi, etc. Et ensuite nettoyer et ranger. Mais il y a rien qui a été fait, quoi. Et donc, effectivement, ils ont pris la vidéo, vraiment, ils se ouvrent la porte, tu les vois filmer et tu te rends compte que c'était n'importe quoi. En plus, moi, j'adore cuisiner.
Du coup, il y avait un monceau de trucs dans la cuisine, mais c'était vraiment... Tu comprends tout de suite en rentrant dans l'appartement pourquoi est-ce que le lieu dans lequel je vivais m'a pas du tout aidé à me sentir mieux dans ma tête, quoi. Et donc là, t'es transféré à Saint-André. Je suis transféré à Saint-André. À ce moment-là, je vais mieux. Je suis sorti de ma bouffée délirante. Je suis transféré dans un hôpital. Donc moi, je suis dans un hôpital où il y avait plus d'adultes. Enfin, il y avait des gens plus âgés que moi, Okay. entre 10 et 20 ans. Donc c'est moi et aussi je suis le dernier arrivé. Donc c'est moi la petite chose dont on prend soin. Okay. Et j'arrive dans un autre hôpital où je suis sorti de ma bouffée délirante. Du coup, mon énergie, elle est revenue. Et en plus, les gens sont plus jeunes. Okay. Et du coup, je suis le nouveau, mais qui a pas trop l'air d'avoir de troubles psychiatriques majeurs. Et je suis un peu plus âgé que pas grand chose, hein, mais 10, 5 ans, mais finalement, c'est important. Et du coup, il y a un changement complet où, dans l'hôpital précédent, il y avait des gens qui m'accompagnaient, comme la dame que j'ai mentionné tout à l'heure. Là, c'est plutôt moi qui est venu accompagner des mecs plus jeunes qui avaient des soucis comme moi j'avais pu avoir, quoi. Donc là, t'es stabilisé, t'as un peu, enfin ça me vient comme ça, mais un peu le rôle du grand frère entre exactement. patients, d'aller soutenir, d'aller aider. Qu'est-ce qui fait que tu sors finalement de l'hôpital ? En fait, quand je m'en vais devant Brechy, ils me disent, maman, elle est hyper inquiète, elle veut que je sorte parce elle sait pas dans quel état ça va me mettre et elle a très très peur que j'ai des séquelles pour toute ma vie. Ok. Le fait d'être à l'hôpital, Ouais. de rester à l'hôpital, ok. Et moi, je sais plus. Dans le premier hôpital, je pense que j'ai pas tant envie de sortir. Dans le deuxième, un peu plus, parce que j'entends que le confinement, ça commence à évoluer, que la vie semble reprendre un peu son cours. Et puis que j'ai envie de sortir, j'aime pas trop être enfermé. Mais dans le deuxième hôpital, dans le premier, en fait, on est obligé de porter des masques, mais on a le droit d'avoir de la visite. Okay. Dans le deuxième, on n'a pas le droit d'avoir de la visite, mais on n'a pas besoin d'avoir des masques. Okay. Et donc, je me sens quand même mieux dans le deuxième. En plus, j'ai repris un rôle d'aidant, d'accompagnant que j'apprécie beaucoup. Donc, je suis moins pressé. Et en fait, le docteur, surtout quand j'arrive, il me met un gros stop direct en me disant, mais en fait, tu vas peut-être encore rester 2-3 semaines. Et là, je suis là, waouh, ça va être méga. Et c'est quoi la justification qu'on te donne à ce moment-là ? Alors j'imagine pour ton bien-être, voilà, pour ton bien-être, pour ta sécurité, ok, mais donc je voulais revenir sur cette notion des 16 jours, donc là c'est vraiment aussi pour le produit, pour t'accompagner dans ce sevrage. Je sais pas s'ils emploient ce mot-là. Si, c'est un sevrage. Ça marche. Dans ce sevrage, et pour être sûr de te remettre dans la vraie vie et dans la réalité, et que tu sois posé et que tu puisses reprendre ta vie en ayant accepté, conscientisé ce qui s'est passé, et pas juste se mettre derrière toi et dire allez, on repart comme en l'an 40. Ouais, je pense même que c'est des médocs que je sais pas si un médecin traitant peut te les donner, enfin peut-être un psychiatre, mais du coup tu laisses pas quelqu'un sortir dans la nature quand il est sous un truc ou quand ça va s'arrêter, ça peut avoir des conséquences, un body shutdown. Oui, tu laisses pas les gens comme ça repartir en mode débrouillez-vous, quoi. Okay. Après, moi j'ai de la chance, maman était infirmière, mes parents étaient là, ils allaient me prendre dans le sud, dans un cadre très sympa. Du coup, je pense pas que les médecins m'auraient laissé sortir aussitôt s'il y avait pas eu tout ça. Les parents sont venus voir les équipes médicales, ils leur ont expliqué que la convalescence allait se passer dans un endroit où j'allais être très protégé, très accompagné, etc. Donc je pense que ça les a aussi mis en confiance. Donc finalement, tu sors. Tu sors justement pour reprendre une vie normale, enfin un entre-deux d'abord, comme tu dis, avec cette notion de convalescence dans le sud. Et je sais, moi, encore une fois, que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est quoi, justement, la suite ? Donc, il y a cette période de convalescence qui est plutôt... qui t'ancre, justement, plutôt dans la réalité, qui te permet de te reposer, enfin, te reposer et te reposer au sens sommeil aussi, de reprendre de l'énergie. Et après, revient la vie normale. C'est quoi, un petit peu le cours des choses ? Là, on est mi-mai, fin mai 2020. On redescend dans le sud avec les parents. J'ai encore beaucoup d'énergie, j'ai envie de retravailler, j'aime beaucoup la boîte dans laquelle je bosse, particulièrement mon boss, mais aussi mes collègues. J'ai envie de retravailler, je suis le truc un peu de loin, ils me disent bien de déconnecter, qu'il faut surtout pas que j'essaye de suivre les emails, mes clients ou quoi que ce soit, donc je débranche, je lis plein de trucs, voilà, je redeviens un petit peu moi-même, mais quand même avec une énergie un petit peu plus, je suis déjà de base je pense que j'ai déjà de base plus d'énergie que la moyenne des gens, mais là je suis un peu plus que mon habitude habituelle. Ok.
Et, un peu en mode surconsommation dans ce sens-là, si on donne une image. Ouais, mais très léger, ouais. Enfin, surconsommation de quoi? Bah, tu consommes plus que ton énergie. T'es au-delà de ton énergie habituelle. Ouais, voilà. C'est ça? Parce que ça me fatigue pas, en fait. Ok. Donc je le sens t'as pas. plus d'énergie que d'habitude. Voilà. C'est pas que t'en consommes plus en finalité, mais t'es pas en train de t'épuiser. C'est juste que t'as le sentiment d'avoir plus d'énergie. Exactement. Ok. Et donc moi j'ai vraiment envie de recommencer à travailler. Donc je l'exprime en juin. En juillet, je parle à mon boss qui me fait comprendre que en fait, je pense qu'en fait lui il avait des pressions de la part de ses boss à lui sur le fait que il y a un mec qui est pas là, qu'il va falloir remplacer, que ça coûte de la thune à la boîte. Et donc il me passe un peu le message que si j'étais là en septembre, ce serait pas mal. Okay. Du coup je me dis septembre en vrai c'est cool, moi je suis plein d'énergie. Trop de la balle, j'arrive dernière semaine d'août et je me relance quoi. Et comme ça, je fais une semaine en fin août où il y a pas trop de monde, où je recommence doucement. Et première semaine d'août, il y a mon cousin qui débarque dans le sud chez mes parents. Mes parents sont plus là. Et là, il y a un truc qui se passe en fait quand il est là. Je sais pas s'il a ressenti, mais j'imagine que si. Mais j'ai besoin de plus dormir, alors que j'ai vraiment pas besoin de dormir de base. J'ai pas particulièrement envie de faire des trucs. Je commence à être un peu plan-plan. Vraiment dans une énergie... T'as un coup de mou. Ouais, aux yeux d'un regard extérieur, sans connaître ton histoire, t'as un coup de mou. Ouais. Ok. Ouais. Et sachant que lui, il connaît l'histoire. Mais tu peux quand même pas savoir ce qui va se passer après, quoi. Et on n'est pas médecin non plus, et on n'est pas dans la tête des gens, et puis moi, toi, entre ce que tu dis et ce que tu as envie de dire, ce que tu dis pas, ce que tu penses, enfin, voilà. Non, c'est clair. Et donc mon cousin s'en va, et moi, je passe voir une amie à hier. Ensuite, je remonte chez un autre copain sur le lac d'Annecy, et ensuite, je remonte à Lille. Et rebelote chez mes amis, je me rends compte que je suis pas moteur dans les sorties, je suis pas moteur dans les décisions, je suis pas tout à fait moi-même. Mais je sais pas ce qui se passe. Je reviens à Lille et donc je commence à un suivi psychiatrique post en fait internement dans ce qu'ils appellent des maisons de je sais plus quoi, où en fait un psychiatre attitré qui va te suivre toutes les je sais plus si c'est toutes les 2 semaines ou tous les mois. Okay. Je me rappelle plus. Donc je m'inscris au truc, je me rends compte où je veux aller, je recommence à bosser. Okay. Et j'ai fait une journée de travail en fait. Parce que j'ai réussi à parler à personne, j'ai pas réussi à appeler un seul prospect, pardon. J'ai pas réussi à appeler un seul client, j'ai pas réussi à envoyer un seul email. Et en fait, je sors du bureau, je monte dans ma bagnole et j'explose en sanglots et je pleure pendant je sais pas, une quinzaine de minutes et je sais pas pourquoi en fait. Et du coup, j'appelle mon médecin traitant et je lui dis, je suis désolé, mais en fait, je pense que vous allez devoir me recoller en arrêt parce que non seulement j'ai pas réussi à travailler, mais en plus, je suis pas du tout dans mon état normal. En fait, je suis complètement effondré en sortant du boulot. Et il me dit, écoutez, il y a pas de problème, vous devez faire une dépression, allez voir votre psychiatre. Donc, je vais voir ma psychiatre. Et la psychiatre, elle me dit, c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait, pour des gens qui font des crises de bouffées délirantes parce que tu montes à 220% de ton cerveau pendant ta bouffée délirante. On te fait redescendre à 100% médicalement, mentalement, ouais, bref, avec des médicaments. Et donc t'es revenu à 100%, sauf que ton cerveau, lui, il a en mémoire cette montée. Et du coup, au bout d'un moment, quand il va mieux, il dit faut que je fasse mon réajustement. Et du coup, il fait la descente. C'est comme si pour compenser le gros up, il te mettait un gros down. Exactement. Sauf que comme t'es déjà revenu à un niveau normal et que lui, il s'en est pas rendu compte, et il le fait quand même. Et du coup, tu rentres dans ce qu'ils appellent une dépression, je sais plus si c'est post-traumatique, mais c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, mais quand même assez violemment. Qui est une conséquence de ta bouffée délirante aiguë. Absolument. Okay. Exactement. Et là, après, c'est parti, quoi. Dernière étape. Et donc là, on est en fin août, début septembre 2020. Début septembre 2020, ouais. Ok. Est-ce que, suite à ça, il y a de nouveau une hospitalisation ? Est-ce que ça se passe plutôt en ambulatoire ? C'est quoi la suite pour que j'ai le Jean-Guillaume que j'ai aujourd'hui face à moi ? En fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, t'as mes parents qui me lâchent pas.
Merci je vais voir, bien sûr, je vais voir et Adrien aussi, qui est la seule personne qui pendant 2 ans, parce que ça a quand même duré 2 ans, m'a appelé tous les jours. Et donc là, on est au début, on sait pas encore combien de temps ça va durer, on sait pas encore à quelle profondeur je vais aller dans les idées noires. Ma psychiatre, elle me dit bon, ça va pas bien, tu vas prendre des antidépresseurs. Moi, je dis ok. Et en fait, là, il y a un truc qui se passe qui est important, c'est qu'elle me dit pas pendant combien de temps. Je prenais déjà des anti-anxiolytiques pour réparer ce qui était passé dans mon cerveau, mais elle m'avait dit tu vas les prendre pendant 1 an. Dans 1 an, si t'as pas eu la moindre idée de quoi que ce soit, on arrête progressivement. Et donc moi, dans ma tête, alors que j'arrivais à les prendre sans rappel tous les jours, tu vois, parce que j'avais compris que c'était important pour moi, parce que je savais que c'était dans le temps mesuré, donc ça m'a posé aucun problème, je me faisais du bien. Les antidépresseurs, elle me l'a pas dit, mais parce que j'imagine elle savait pas combien de temps ça allait durer, moi-même non plus. Et donc la dépression commence, on sait pas trop par quel bout prendre le truc. Quand je suis un peu down, en général, ce que je fais, c'est que je vais bosser dans les entrepôts, je me remets à travailler, ça te remet un petit peu dans. Donc là, la réalité. t'as quitté ton Je me suis fait virer. emploi. Ok. Je Donc me tu suis t'es fait virer virer. pendant mon arrêt de travail d'ailleurs. Ok. Euh, Donc tu te retrouves finalement d'une certaine manière dans un état mental vulnérable de par cette dépression post-bouffée délirante aiguë. Tu as quand même un soutien avec tes parents, avec Adrien, peut-être avec d'autres amis, d'autres proches, mais il y a un soutien Au début, plus de gens, oui. en termes de liens familiaux, amicaux qui est là et qui sont présents. Tu as le soutien en termes psychiatriques, médical. Tu disais justement que Adrien, il t'appellera tous les jours pendant 2 ans, parce que ça a quand même duré 2 ans. Donc, ça nous amène sur ces 2 ans à quelque chose qui est fluctuant. J'imagine des moments où ça va un peu mieux, des moments où ça va un petit peu moins bien. Tu fais des petits boulots pour t'occuper. C'est quoi un petit peu le quotidien de ces 2 ans ? L'idée de départ, c'est rebosse, parce que ça va te donner un rythme et ça va te remotiver. J'ai quand même réussi à trouver 2 boulots dans un état dépressif assez avancé, parce qu'en fait, j'arrivais à donner le change sur des durées assez courtes, sur 1h30, 2 heures, donc un entretien d'embauche, je pouvais plus ou moins faire semblant. J'avais quand même un CV qui était pas trop dégueu, donc si pendant 1h30 j'arrivais à faire un peu le pitre, ça pouvait passer. Sauf qu'après, une fois que je commençais à bosser, j'arrivais pas à me lever. L'un des symptômes principaux de toute dépression, c'est des troubles du sommeil. Moi, je faisais de l'hypersomnie, c'est-à-dire que je restais au lit 20 heures par jour. Et le fait d'avoir un boulot n'a pas changé ça. Donc au bout d'un moment, en fait, les mecs ils me disent tu bosses pas quoi. Donc tu sors, t'es en période d'essai, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et donc mes parents se rendent compte que ok, il se fait virer de ses boulots, voilà. Eux ils sont un peu dans le sud, moi je suis encore dans mon appartement tout seul à ce moment-là en fait. Donc je pense qu'ils se rendent pas bien compte de, enfin c'est même pas je pense, je suis absolument certain qu'ils se rendent pas bien compte de l'état dans lequel je suis. Ils n'ont pas une vue directe, quotidienne ou régulière. Et je fais en sorte qu'ils la voient pas aussi. Oui, puis à distance, c'est plus simple de masquer ou de cacher ou de dissimuler certaines messages, choses pour les protéger aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Et tu vois, par exemple, je cuisinais plus. Pendant 2 ans, j'ai pas cuisiné une seule fois, j'ai fait que de commander. Ok. Je mangeais qu'une seule fois par jour. Et en fait, au bout d'un moment, mes parents qui font le sud, le nord, remontent dans le nord, me rendent visite. Et ils se rendent compte que ça va pas du tout, en fait, que je gère que dalle, je me lave plus, je me brosse plus les dents, ça fait des mois. Donc là, tu as perdu contact avec la réalité d'une certaine manière, mais différemment de l'autre fois. Là, c'est plus dans le quotidien, dans, je dirais, l'hygiène de vie, d'une certaine manière, c'est ça ? Dans les responsabilités, dans... Tu perds pied, c'est peut-être pas t'as perdu contact avec la réalité, t'as perdu Ouais, non, parce que tu t'en rends pied. compte. Là, pour le coup, mais là, tu t'en rends compte. C'est ça qui est extrêmement douloureux, en fait, c'est que... tu sais que ce que tu fais, ça va pas, ouais. mais t'arrives pas à faire autrement que comme tu fais. Non, tu peux vraiment pas le faire. Et c'est ça qui est hyper difficile, en fait. Quand tu dis à quelqu'un qui est dans une dépression, sors de chez toi, il suffit que tu te lèves le matin pour aller marcher dans l'herbe. En fait, c'est hyper violent à entendre. Parce que tu sais très bien que c'est pas difficile de sortir de chez toi et d'aller mettre les pieds dans l'herbe, mais t'arrives quand même pas à le faire.
Et du coup, ça te remet encore plus dans ton mal-être. Ça te culpabilise encore plus. Et moi, c'est pour ça que je dis rien que de réussir à se lever qu'importe ce qu'on vit d'ailleurs, mais notamment quand on vit des deuils ou des difficultés de vie ou des périodes vulnérables, c'est déjà faire quelque chose et c'est déjà hyper important. C'est pas parce que c'est le truc qu'on fait tous les jours que ça doit paraître en fait basique. C'est qu'à ce moment-là, on se rend compte de la valeur que ça a de mettre un pied puis l'autre en dehors du lit et de trouver la force de juste se lever et se redresser, ou peut-être juste la force de faire à manger. Tu parlais de la cuisine notamment. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on dit normales et qu'on dit simples et faciles. Bah, c'est simple et facile quand on a la vie, alors normale avec des grands guillemets parce que j'aime pas, mais la vie que tout humain connaît ou qu'on peut voir dans les films ou chez nos potes ou autres. Mais quand on n'est plus dans cette vie-là et qu'on a perdu le contact avec cette vie-là d'une manière ou d'une autre, bah en fait, c'est plus du tout aussi simple et facile et ça demande une énergie qui est considérable et une énergie que de base on n'a pas et qu'on essaye de reconstruire. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue pendant 2 ans. Tu parlais d'anxiolytiques, tu parlais d'antidépresseurs aussi. Est-ce que tu as eu des idées noires? Et là, je pense notamment à des pensées suicidaires par exemple pendant ces 2 ans, plus ou moins poussées, plus ou moins avancées, pour avoir un peu aussi une idée de ton état d'esprit sur ces 2 ans. De manière générale, non, je suis dans un état d'apathie complet et total. Mes parents, à travers ma mère essentiellement, découvrant l'état dans lequel je suis, disent ok, l'appartement, tu le rends, tu retournes chez nous, on va te faire à manger, on va te lever le matin, tu vas avoir un rythme, etc. Ils repartent dans le sud, et je sais plus exactement quand est-ce qu'on est, mais on est au moins en mars 2021, ou si c'est pas avril. Donc ça fait plusieurs mois ouais, 6 mois quasiment. Okay. Ouais. Et du coup, quand je fume, je suis pas défoncé, je suis fatigué. Quand je bois, le moindre verre d'alcool, je suis crevé, mais vraiment un truc de dingue. Et en plus, j'ai la gueule de bois le lendemain. Et du coup, je sais pas, j'arrive jamais à m'échapper de cet état d'apathie complet. Et je me dis, c'est à cause des antidépresseurs. Et du coup, j'attends que mes parents s'en aillent dans le sud. Je leur dis que moi, je dois rester dans le nord parce que j'ai mes copains, que c'est un socle qui est important, que si je les ai pas, ça va encore plus me faire perdre pied. Ils acceptent, je reste dans le nord. Ils partent, et le jour où ils partent, je décide d'arrêter de prendre les antidépresseurs. Et là... Sans avis médical. Bien sûr que non. Et là, pour le coup, assez rapidement, je sais plus si je les prenais le matin ou le soir, mais dans la même journée, en fait, j'ai été vraiment harcelé par mon propre cerveau. J'étais incapable de penser à autre chose qu'à me suicider. Et ça a duré... Et même dans mon sommeil, en fait. Si je faisais de l'hypersomnie, c'est parce que quand je dormais, je me rendais moins compte de mon état et du coup, le temps passait. Alors que sinon, quand tu fais rien, bah, tu remontes toutes les 30 secondes et le temps, il passe très, très, très long. On en parlait juste avant, je disais que je faisais un vipassana, mais ça me fait penser à ça. C'est cette notion du temps où le temps, il défile tout le temps de la même manière, tout le temps. 1 minute vaut toujours 1 minute, 1 heure vaut toujours 1 heure sur une montre. Mais le ressenti que tu peux avoir d'1 minute, d'1 heure ou de 24 heures, mais ça peut parfois te paraître, alors soit hyper rapide quand tu fais un truc dans lequel t'es absorbé, tu dis « Ah, mais j'ai passé toute ma journée là-dessus » et c'est génial. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup moins génial quand tu regardes le temps passer et que tu te dis « Mais si je traîne 1 heure, ça te paraît des lustres et des lustres, quoi. » Tout est relatif, comme disait l'autre. Et exactement, tout est relatif. Et encore une fois, selon le regard, l'état d'esprit qu'on peut avoir à ce moment-là, 1 heure n'est pas la même heure quand tu as un regard joyeux et un état d'esprit joyeux ou un état d'esprit qui l'est moins. Et du coup, j'ai vraiment fait 72 heures où c'est vraiment du harcèlement. Il faut bien se rendre compte que tu as une avalanche en fait de façons de te suicider qui font que de défiler dans ton cerveau. Et je dors beaucoup moins parce qu'en fait c'est encore plus violent quand je suis en train de dormir. Mais toute la journée, je me dis voilà, c'était la corde, se noyer dans un bain, prendre 90 Doliprane dans un cocktail, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est le moment où j'ai effectivement, clairement, si ma famille n'avait pas été là, en fait, je ne me suis pas suicidé uniquement parce que je n'ai pas trouvé de moyen de ne pas donner une blessure ad vitam aeternam aux membres de ma famille, et particulièrement à ma petite sœur. Donc c'est les autres et ta famille.
sans avoir conscience de l'état dans lequel tu étais, qui t'ont permis de tenir. Ouais, bien sûr. Ça Exactement. Malgré toute la liste que tu as pu te faire dans ton état d'esprit à ce moment-là. Et comment tu ressors de ces 72 heures? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu reprends une bouffée d'air, justement? Est-ce que tu reprends ces anxiolytiques? Est-ce qu'il y a l'intervention de quelqu'un, de quelque chose qui fait que tu sors de ce moment-là? Je crois que ma mère se rend compte qu'il y a un truc qui va pas parce que j'imagine que je réponds plus sur WhatsApp ou par les appels. Et au bout de 72 heures, elle arrive à reconnecter avec moi. Et du coup, je lui dis, elle me demande si ça va. Et je dis, non, en fait, ça va pas du tout, là. J'ai des pensées suicidaires de fou. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et je dis, j'ai arrêté de prendre mes médocs. Et elle me dit, il faut pas faire ça. Va voir un médecin et demande à changer de molécule. Si tu penses que la molécule de tes antidépresseurs était mauvaise, va voir un autre médecin et demande. Et du coup, elle m'a trouvé par ses contacts un psychiatre que je suis allé voir la même journée. Et le jour même, je reprenais les antidépresseurs. Et du coup, c'est là où moi j'avais l'impression que les antidépresseurs ils servaient à rien. En fait, ils servaient vraiment beaucoup. Ils servaient à ce que mon humeur elle descende pas en dessous d'un certain plancher, qui pour le coup est touchant, quoi. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette notion de pensée suicidaire. Et j'aimerais bien qu'on rende hommage à une personne que tu as connue, qui s'appelle Kevin. Et alors, peut-être pas de raconter toute son histoire, mais justement de montrer que chaque chemin est unique. Et c'est aussi, en même temps, je trouve, la force du témoignage. On parlait d'idées suicidaires. Ces idées suicidaires à lui l'ont mené à l'acte du suicide et à sa mort. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? Oula. Déjà, c'était une personne merveilleuse. Il lui est arrivé la même chose que moi, peu ou prou. Il a fait une accélération cérébrale suivie d'une crise de bouffée délirante en Chine. Lui, sa peur, c'était les Chinois. Donc, il est quand même resté vraiment dans sa paranoïa pendant trop longtemps. Et du coup, les psychiatres l'ont diagnostiqué de troubles de l'humeur, tout. Il est passé par tous les... Donc lui, il a eu d'autres conséquences que les tiennes et plus de conséquences, si je l'entends, En fait, en gros, on lui a dit, t'as les troubles de l'humeur, t'es bipolaire, t'es schizophrène. Alors du coup, quand il était schizophrène, il avait plus de troubles de l'humeur, il était plus bipolaire. Donc en fait, les mecs, ils savaient pas ce qu'il avait. Okay. Sauf que lui, il se prenait ça dans la tronche tous les X mois. On s'appelait beaucoup, c'était vraiment un ami très proche. Il était toujours en Chine, du coup? Non, il était revenu en France, il habitait au Mans. Et en fait, il a toujours eu une attitude par rapport aux soins qui était très problématique, puisqu'il ne faisait pas confiance à ses psychiatres, et il s'auto-médicamentait avec les médicaments que lui donnaient les psychiatres. Donc moi, je l'ai beaucoup accompagné en essayant de lui faire changer d'attitude par rapport à tout ça. Et on avait parlé du suicide ensemble. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu des suicidés dans mes proches. Et du coup, je l'ai accompagné en lui disant, écoute, si t'as envie de te suicider, t'es pas obligé de faire ça d'une manière extrêmement violente. Tu peux simplement prendre des produits qui font que tu vas partir. En fait, vous avez été deux compagnons avec chacun votre vécu, avec un vécu qui était similaire sur cette bouffée délirante aiguë, mais avec un terreau fertile qui était différent chacun de votre côté. Et vous avez été compagnons de route. Compagnons de route de quand à quand, du coup? De 2000, on se rencontre en Chine en 2016, 2015, 2016. En 2017, il est interné en Chine. Moi, je le sors de l'hôpital psychiatrique de Chine pour le remettre 24 heures après, suite à la demande d'un psychiatre américain. Et ensuite, il part en France. Il est hospitalisé quelques temps, donc j'ai plus trop de contact avec lui. Ensuite, on reprend contact. Et quand je rentre en France, évidemment, je vais le voir. On se parle beaucoup, à travers des messages, à travers des appels. Et je passe le voir dès que je peux au Mans, quoi. Et en fait, surprise, il y a à peu près 1 an et demi, il change de médecin et elle lui dit qu'il a un stress post-traumatique. Okay. Et en fait, du coup, ça change complètement son attitude par rapport à tout ça, puisque dans sa compréhension, du moins, de la situation, c'est plus quelque chose qui va se passer toute sa vie, c'est quelque chose qu'on sait traiter, c'est quelque chose qui va se terminer, etc. Et du coup, en tout cas, il me dit
qui prend ses médocs comme les médecins lui demandent, qu'il s'entend bien avec sa psychiatre, qu'il a repris une relation avec une psychologue, etc. Il a trouvé une petite copine en plus. Et donc, je me dis, ok, bah, c'est trop bien, le mec est sorti d'affaire, quoi. Et toi, t'avais déjà eu toute cette période de bouffée délirante aiguë? Ouais, moi, c'est terminé. Ça fait, Ok. on est en 2022 ou 22. Moi, ça se termine en 2022, juste avant l'été. Donc toi, t'es apaisé, lui te semble apaisé, et vous continuez en tant que compagnon de route, mais sur un autre épisode de vie. Exactement, tout à fait. Et alors, je sais pas s'il me mentait à ce moment-là ou si c'était vrai. De sa voix, de nos échanges, j'ai aucune raison de penser qu'il mentait. Mais je savais en fait ce qui se passait dans sa vie. Et en gros, il a toujours une épée de Damoclès au-dessus de lui. Quand il est en crise, l'épée elle tombe et c'est une souffrance absolument infernale. Et quand elle n'est pas tombée, il a peur qu'elle tombe. Et du coup, il est jamais bien. Et c'est pour ça que tu finis par y arriver au suicide, puisque quand ça fait 6 ans que ça t'arrive et qu'il y a personne qui t'a dit que ça allait s'arrêter, tu peux pas ne pas penser à ça. Mais là, ça va mieux. Et en fait, sa copine m'a appelé. J'étais à Albi chez une amie. Et moi, j'avais jamais eu sa copine au téléphone. Je savais pas qui c'était. Et elle m'appelle. Et donc, quand je vois que c'est elle, je me dis, oh là là, Kevin doit faire une crise. Je vais encore me retrouver à faire le grand frère, à devoir gérer. Donc, il va falloir que je lui explique que, en fait, il faut aussi qu'ils apprennent à gérer tout ça, tu vois. Et donc, je me suis un peu préparé psychologiquement à lui dire ça avec ma grosse armure. T'avais appris à dire non comme ton père te l'avait conseillé. Exactement. Non, mais c'est surtout qu'en fait, moi, je suis loin et j'allais partir encore en Afrique et du coup. Et puis on a chacun nos vies aussi. Oui, et je suis pas voilà, je suis pas responsable. C'est ça, mais c'est important de le dire avec tout l'amour, la compassion, la bienveillance. Enfin, je veux dire, on peut être là, on peut être soutien, mais encore une fois, on peut pas faire à la place des autres et des gens. On peut aider, on peut être compagnon. Mais il n'y a que la personne elle-même qui peut mettre un pied après l'autre. On peut lui donner un terreau fertile, justement, pour garder cette métaphore, pas fertile de problématiques, mais fertile de choses bienfaisantes. Mais il n'y a que cette personne qui peut marcher. Ouais, exactement, ouais. Et donc moi, je suis là avec mes grosses épaules en me disant, bon, je vais faire ma grosse voix. Et elle me dit, je suis la copine de Kevin. Je dis, ok, d'accord. Il s'est pendu hier. Et en fait, moi, comme je suis préparé psychologiquement à encaisser un truc pour prendre une posture un petit peu forte, et ben j'ai dit celle-là, je m'y attendais pas. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle n'arrivait pas à joindre sa maman, que sa maman était partie, qu'elle avait besoin d'aide, etc. Et donc, moi, j'ai géré ce qu'elle m'avait demandé de gérer. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, mon pote s'était suicidé, quoi. Et là, c'était, c'est toujours même, ça n'a pas été violent, mais si, à ce moment-là, ça a été très violent, parce que moi, en fait, je perds aussi une personne qui se levait aux mêmes heures que moi, donc avec qui je pouvais passer 1h30 au téléphone avant d'aller au boulot, un mec avec qui je pouvais tout dire, et lui, il me disait tout aussi, et donc... Quelqu'un donc qui comprenait ton vécu, en aussi, tout cas de la bouffée délirante aiguë, je parle. Ouais, exactement, ouais, et c'est des choses que... Alors, il y a plus de gens que ce qu'on pense qui l'ont vécu, sauf qu'en France, on n'aime pas trop le raconter. Mais oui, du coup, tu peux vraiment dire, voilà, quand tu parles de la dépression, lui, il aimait bien dire, on a vécu les mêmes choses. Alors, faut faire attention, parce qu'en fait, c'est pas exactement pareil, mais on a vécu des moments, des troubles psychiatriques majeurs, qui ont les mêmes dénominations dans les encyclopédies des médecins, et donc, on a eu des symptômes similaires, quoi. Merci d'avoir mentionné son histoire, et je trouve que ça montre encore une fois que je considère que les personnes meurent réellement du moment où on parle plus d'elles, parce qu'on les a oubliées comme si elles n'avaient pas existé. Ben non, finalement, tu m'as dit 2023, donc 1 an et demi, peut-être 2 ans selon la date de son décès. Ben, ça montre en fait qu'il est toujours là, qu'il est là d'une autre manière, et que si ton témoignage à son niveau avec ton vécu, et que le petit bout de son histoire qu'on a pu mentionner là peut montrer que en fait, finalement, on est à l'abri de rien, et on pense souvent contrôler beaucoup de choses, mais en réalité, on ne contrôle pas grand-chose. Et souvent, les deuils, et là, j'entends la mort, nous ramènent face à ça en fait, on se croit tout-puissant, mais c'est pas vrai. Et donc, regardons les choses telles qu'elles sont, et faisons en sorte de s'accompagner nous-mêmes sur ce propre chemin. C'était aussi important pour moi de parler de Kevin et de lui rendre hommage.
Et puis c'est quelque chose de joyeux, il faut le rappeler en fait, quand quelqu'un fait des tentatives de suicide, il fait des appels à l'aide. Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il veut vraiment partir. C'est pas nous qui décidons qui reste et qui part. Et donc, s'il a décidé de se suicider, c'est que il avait décidé que c'était trop compliqué de vivre avec ce qu'il avait. Et je suis très fier qu'il l'ait fait et je suis très content pour lui. Moi, en tant que vivant qui reste, c'est assez désagréable parce que du coup, il est pas là. Mais c'est très égoïste mais nécessaire d'être triste. Et puis c'est des décisions qui sont... On n'en a pas toujours cette vision-là, on pense souvent que c'est lâche. Pour moi, c'est une décision qui est hyper courageuse de mettre fin à ces jours, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, quoi. On enclenche le bouton on-off, mais on l'enclenche qu'une fois, on le met sur off et ciao, bonsoir. Donc il y a aussi... énormément, oui, il y a du courage pour moi derrière cette décision et c'est plus simple je sais pas, il y a plein d'exemples. Je vais donner un exemple qui m'est propre, au moins je parle de mon propre vécu, mais c'était plus simple pour mon père et beaucoup moins courageux de boire tous les jours pour essayer de s'anesthésier que de mettre fin à ses jours. Donc, et justement, tu disais là juste avant que y a bien plus de personnes qu'on pense qui l'ont vécu. C'est parce qu'on n'en parle pas, on en parle peu. C'était aussi l'objectif de ce témoignage, c'était de lever les tabous sur la grande notion ou les grandes notions de la santé mentale. Là, on l'a illustré avec la bouffée délirante aiguë, mais on pourrait l'illustrer avec plein d'autres témoignages. J'en doute pas. Finalement, si tu devais, en une phrase, plusieurs phrases, qu'importe, mais donner un peu le message que là, tu as envie de passer, après nous avoir raconté tout ça, à moins qu'il manque des choses que tu aimerais mentionner avant, mais ce serait quoi le message phare ? Qu'est-ce que tu as envie que les gens, auditeurs et auditrices, retiennent ? Déjà, j'ai envie de dire que j'ai aucun regret par rapport à ce qui s'est passé. C'était une question qu'on m'a pas mal posée, c'est qu'est-ce que tu te serais dit en 2020 au moment du Covid, en étant tout seul dans ton appartement, en commençant à te renseigner sur des trucs un peu bizarres, rien du tout. Rien du tout, en fait, j'ai heurté mes limites d'une manière extrêmement violente. Du coup, je pense que les limites, elles sont plus loin. Je pense que j'en ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai rencontré des personnes magnifiques dans ces hôpitaux. J'ai vécu des choses qui étaient extrêmement douloureuses, à la fois par le temps, mais aussi par la violence de ce que j'ai vécu. Et ça me rend beaucoup plus fort maintenant. Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens à travers ce témoignage ? De partager en fait en tant qu'homme déjà, parce que c'est le patriarcat, il fait pas que du mal aux femmes, il fait aussi du mal aux hommes de manière beaucoup moins forte. Je suis pas en train de nous poser en tant que victime, mais en fait en tant qu'homme, moi j'ai mis 27 ans à accepter que j'étais un être sensible parce que en tant qu'homme, en fait, t'as pas le droit d'être un être sensible dans cette société un petit peu patriarcale. C'est toi avec tes gros biscottos qui protègent ta femme, ta famille, etc. Et en fait, c'est des conneries. Et à cause de ça, du coup, tu t'empêches d'être qui tu es et tu vas t'empêcher d'aller communiquer des choses qui sont absolument... Tu sais, si j'avais pu discuter de comment ça va pas à certains moments de ma vie, ça m'aurait peut-être aidé. Et du coup, parler aux gens, dites-leur quand ça va pas, dites-leur pourquoi ça va pas, creusez de votre côté, mais pas trop et pas tout seul. Il y a des moments où on peut creuser profond, il y a des moments où on peut pas le faire, faut aussi l'accepter. Et voilà, juste faites-vous confiance et aimez la vie, quoi. Merci beaucoup pour déjà pour ton témoignage et pour cette mention par rapport au patriarcat que je trouve hyper importante. Et du coup, moi je te dirais merci pour ta sensibilité, pour ton ouverture aussi, pour ta vulnérabilité qui pour moi n'est pas une faille mais une terrible force qu'on oublie. Et merci d'avoir osé être vulnérable pour en ressortir plus fort. Ce sera moi, en tout cas, ma conclusion. Est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion, quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on se quitte ? Non, c'est ce que je disais, aimez la vie, quoi. Soyez rayonnant, faites-vous confiance, faites confiance à demain. Vous laissez pas manger par toutes ces choses. Faut quand même en avoir conscience. C'est pas être naïf, mais faut rester positif. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. À très vite. Ouais, merci. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever.
Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?